Emmanuel Petit, vous êtes champion du monde de football, ancien joueur professionnel et international de Monaco, de Arsenal, de Barcelone et de Chelsea, et désormais consultant dans les médias. Stéphane Floccari, vous êtes professeur de philosophie et écrivain, grand amateur de football. Vous publiez un livre Pourquoi le football aux éditions des Belles Lettres. Allons droit au but. C'est parti pour une interview Pourquoi le football ? Stéphane Floccari, sur votre livre se trouve Pier Paolo Pasolini, et le bandeau réunit deux univers, deux individus a priori étrangers, le footballeur Michel Platini et le philosophe Vladimir Yankelevitch. Emmanuel Petit, comment voyez-vous l'ouvrage de Stéphane Floccari ? Le champion du monde de football que vous êtes, voit-il d'un bon œil un intellectuel, qui plus est un philosophe, s'intéresser à écrire sur le football ? Que des intellectuels s'emparent justement du football, puisque le football n'est pas la propriété simplement des gens qui aiment le foot ou qui le pratiquent. Et le football ne peut pas se réduire simplement à ceux qui le pratiquent tous les week-ends. Au contraire, le foot aujourd'hui a une telle dimension, il touche toutes les sphères de la société, il fédère quasiment toutes les sphères de la société. Et à ce titre-là, je trouve que ceux qui en parlent le mieux, généralement, ce sont ceux, les historiens ou les philosophes. Donc, il y a une essence aussi à trouver là-dedans. Et je trouve que, pour simplifier, j'irais même encore plus loin. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est petit, on soit amené à courir après une sphère ? Je me suis toujours posé cette question-là. Pourquoi on court après une sphère quand on est petit ? Pourquoi ce petit objet rond qui roule sur lui-même nous fascine en permanence? Et pourquoi le foot a de telles proportions est devenu si important dans nos sociétés aujourd'hui? C'est des questions qui m'interpellent, oui. Alors des fois je trouve des réponses, mais c'est bien aussi que des intellectuels amènent leurs réponses, parce que ça vient aussi parfaire certaines réponses que j'ai. Ouais. Pourquoi ce livre, Stéphane Floccari, avec Pier Paolo Pasolini en couverture, et ce bandeau qui réunit deux univers, deux individus a priori étrangers, le footballeur Michel Platini et le philosophe Vladimir Yankelevitch ? Bien, écoutez, pour moi, c'est assez naturel d'opérer ce rapprochement. J'ai commencé évidemment ma vie par le football étant enfant, et puis la philosophie est venue plus tard, à la fin de l'adolescence, et c'est devenu la discipline de ma formation intellectuelle. Donc, disons que le football, ça fait plus de 40 ans que je le pratique, la philosophie presque 30. Donc, ce sont deux parties de moi-même, en réalité, qui se recoupent aujourd'hui. Je suis très heureux aujourd'hui qu'on puisse évoquer ces questions-là avec un champion comme Manu Petit, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très ouvert à l'idée que le football est pas du tout une activité pour décérébrer ou pour écerveler, bien au contraire. Pour jouer sur un terrain de football, pour mener à bien une action, pour s'insérer dans une équipe, pour gagner une grande compétition, il faut beaucoup de matière grise, il faut beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, donc beaucoup de facultés qui sont aussi des facultés qu'on retrouve dans les disciplines intellectuelles. Donc, comme je le dis souvent à mes élèves et à mes étudiants, quand ils sortent de la salle de cours, c'est pas la vie qui reprend, c'est la vie qui continue. Il n'y a pas une frontière étrange et étanche entre ce qu'on apprend à l'école d'un côté et ce qu'on apprend dans la vie de l'autre. Donc pour moi, il y a une continuité entre les deux. Et c'est vrai que Pier Paolo Pasolini, il n'est pas venu par hasard sur cette couverture. Il est là, il est sur la couverture parce que autour de lui, il y a 3-4 gamins qui sont en train de regarder cet intellectuel en costume 3 pièces. Et j'ai aimé leur sourire, et j'ai aimé leur étonnement. Et j'ai aimé leur surprise devant ce type-là qui d'un seul coup redevient un des leurs, redevient un enfant et court sur un terrain vague comme s'il avait leur âge ou comme s'il n'avait pas d'âge à la limite. À tous les deux, on a envie de poser des questions simples et directes pour sonder votre amour du ballon rond. C'est la question pourquoi ? Pourquoi le football ? Pourquoi existe-t-il d'abord ? Le football, déjà, pour moi, est en dehors de son aspect pratique pour l'émancipation de l'individu, tous les bienfaits aussi en termes de santé. Pour moi, l'importance du football, j'y vois justement son côté fédérateur, son côté il a une telle puissance, une telle portée, le football aujourd'hui. Mais depuis sa création, alors moi j'adore simplifier en fait, c'est mon avis, hein. Le football en fait c'est quoi? C'est la guerre sans les armes, on a réussi à trouver justement un compromis, un semblant pacifique,
où on en avait marre des conflits entre les pays. Alors le sport, et pour moi, a été une des réponses. Ce n'est pas, il y en a d'autres également, mais je trouve que le football, justement, ça l'a démontré dans son histoire à maintes reprises. Là où les politiciens avaient du mal justement à s'entendre, le rectangle vert souvent mettait tout le monde d'accord. Et vous, Stéphane Flocari? Eh bien, écoutez, c'est vraiment la question que j'ai mis au principe de ce livre. Je me suis posé la question d'abord, pourquoi le football? On peut l'entendre dans un premier sens. Pourquoi est-ce que le football existe? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'effectivement, comme le dit très bien Manu Petit, pourquoi on s'est mis à taper dans une balle et pourquoi est-ce que c'est autour de cet objet-là que les hommes arrivent encore un peu à s'entendre et à se mettre d'accord et à trouver littéralement des terrains d'entente. Alors, quand on regarde l'histoire de ce sport, c'est absolument fascinant. Évidemment, on pense tous à la structuration d'un sport anglais de type victorien au XIXe siècle. Mais bien en amont de ça, on a la soule médiévale, on a le palio renaissant en Italie, on a l'arpastum des Romains, on a aussi des variantes chez les Grecs. Et j'ai même retrouvé, figurez-vous, dans un bas-relief japonais du second millénaire avant Jésus-Christ, une jeune femme frappant dans une sphère. C'est vous dire que la question est vraiment extrêmement ancienne et profonde. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de ne pas vouloir apporter trop de réponses. C'est-à-dire que je pense qu'à la question pourquoi le monde existe, pourquoi j'aime cette femme ou pourquoi j'aime cet homme, pourquoi est-ce que c'est cet opéra-là qui me fascine plutôt que tel autre, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse et qu'il s'agit là en fait d'un mystère, c'est-à-dire d'un problème qui demeure problématique une fois même qu'on a essayé de lui donner une solution. Emmanuel Petit, pourquoi le football est-il le roi des sports le plus populaire selon vous? Parce qu'il est facile à être pratiqué. On n'a pas besoin d'avoir une enceinte sportive pour jouer au football. J'en suis le parfait exemple. Avant de devenir professionnel, intégrer une structure amateur, je jouais dans la rue avec mes frères, avec mes amis. On n'avait besoin que de 2 t-shirts pour créer un but. On avait besoin que d'une boule en papier enroulée de scotch pour jouer au football. C'était mes premiers ballons, c'était ça. Après, ça a été des oranges. Après, ça a été des balles de tennis. Tout ça pour vous dire qu'on voit justement le virage à 180 degrés qu'a pris le football aujourd'hui, qui devient de plus en plus un sport élitiste, qui s'oriente de plus en plus par des gens qui ont la capacité financière à assouvir leur passion, que ce soit les consommateurs à la télé ou les pratiquants, ou même le jeune qui veut s'émanciper à travers le football. C'est très très cher, les équipements, les licences, tout, enfin bref. Donc pour moi, pourquoi le plus populaire? Parce qu'il se joue de façon fédératrice, parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'à chaque fois on n'est pas obligé de s'apprécier, on n'est pas obligé de venir du même rang social, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes origines pour pouvoir jouer dans la même équipe. Et c'est ce que j'adore par-dessus tout dans le milieu du football, c'est on abat des barrières, on abat des barrières qui sont souvent dans le monde, dans la société civile, qu'on ne retrouve pas vraiment dans un vestiaire ou sur un terrain de football. C'est ce qui m'a attiré, le côté fédérateur, le fait qu'on pouvait pratiquer très facilement le football sans avoir nécessairement de l'argent et qu'au final, on pouvait aussi bien jouer contre le fils du notable ou le fils de l'agriculteur. C'est ce qui me plaisait en fait à travers le football, c'est de réunir toutes ces facettes-là. Et pour moi, ce n'est pas étonnant que le foot soit le sport le plus populaire au monde parce que justement tout le monde s'y reconnaît à travers cette pratique. Et vous, Stéphane Flocari, qu'en pensez-vous? Écoutez, ce que j'observe, c'est que le football est effectivement présent partout, qu'il a gagné la bataille, disons, pour s'universaliser dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ça, c'est certain. C'est pas parce qu'il est présent partout qu'il domine partout. Il y a des aires de notre monde où d'autres sports dominent. En Inde, le cricket. En Amérique du Nord, le basketball, le baseball, le hockey sur glace aussi, qui sont des sports extrêmement importants. Alors, peut-être un des ressorts de la popularité du football, c'est que c'est un sport avec une dramaturgie très forte, une grande incertitude, une comptabilité assez réduite. Les sports d'Amérique du Nord sont des sports, par exemple, dans lesquels on arrive à des scores qui sont extrêmement importants. Au football, on peut voir un très très beau match qui finit par 1 partout. Et on peut voir un match fade qui finit par 4-4. Ça dépend de l'équilibre, en fait, et de le niveau de rivalité, le niveau d'égalité qu'il y a entre les rivaux à l'intérieur du match. C'est ça qui crée la tension. Bon. Sans doute aussi que les empires, comme l'Empire britannique,
qui se sont répandus à travers les océans et à travers les mers partout dans le monde ont facilité, en apportant des ballons ronds dans les cales des grands navires, l'universalisation du football. Mais après, c'est assez mystérieux de comprendre pourquoi dans tel pays et pas dans tel autre, le football va s'implanter. Il y a aussi sans doute, disons, des structures d'accueil, entre guillemets, culturelles, qui font qu'il y a des pays qui sont plus accueillants, plus hospitaliers avec le football. J'observe quand même que nos amis asiatiques, nos amis africains, nos amis sud-américains et l'ensemble de l'Europe sont fans de foot. Et donc il y a bien quelque chose dans le football qui rend les gens un peu fous, et c'est très bien. Emmanuel Petit, comment le football vous a-t-il séduit? Comme Obélix, je suis tombé dedans, j'ai pas eu le choix. Dans ma famille, j'étais le cadet d'une famille de 3 enfants, 3 garçons. Et mon père était pratiquant à un bon niveau, au niveau régional. Il était aussi un bon cycliste. J'ai baigné en fait dans une famille de sportifs, que ce soit mon oncle qui était un champion de tennis de table, mon père qui était un très bon au foot et également au vélo, mes frangins qui étaient excellents également au football, puis tous mes potes. Tous mes potes, c'était une seconde famille en fait, en dehors de la famille, se retrouver dans un vestiaire, c'était pour moi une deuxième famille. Donc j'ai retrouvé justement le réconfort que je recherchais et le soutien aussi que je recherchais. Et en fait, le football, pourquoi j'ai adoré le football? Parce que depuis ma plus tendre enfance, je cours après une sphère et qu'en dehors de toutes les qualités que j'ai dit tout à l'heure sur le football, pour moi, c'est le sport qui me procure le plus d'émotions. Et avec lequel j'ai grandi, et surtout c'est à travers ce sport que j'ai connu mes premières joies intenses, ou alors que j'ai pleuré abondamment. Et en fait, c'est un sport qui ne me laisse pas indifférent en fait. Et, même quand je regarde un match où les équipes, je ne me sens pas concerné, j'essaie toujours de trouver une certaine émotion. Pour moi, le foot est à l'image de cette scène qui est reproduite dans le film Gladiator avec Russell Crowe, où il est un esclave et son maître lui dit: tu veux gagner ta liberté, gagne le cœur du public. Pour moi, le foot, c'est la même chose. Pourquoi le foot est aussi aimé à travers le monde? Parce qu'il procure tellement d'émotions. Les gens viennent dans le football pour ça. Et l'émotion, c'est pour ça que quand j'ai arrêté ma carrière, je trouve la société vraiment fade. Je trouve le comportement des gens très fade. Je ne dis pas que tout est beau dans le milieu du foot, je ne dis pas que le milieu professionnel est magnifique, non, il y a aussi des travers. Mais ce sentiment d'appartenance, ce sentiment identitaire, ce sentiment d'exister, le sentiment d'être moi-même, je ne l'ai quasiment ressenti qu'à partir du moment où je revêtais un maillot. J'avais le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, avec voilà, il me fallait rien d'autre en fait pour m'épanouir. À chaque fois que j'avais un problème, même depuis que je suis jeune, tu me donnes un ballon, j'oublie tous mes problèmes. J'en ai fait encore l'expérience hier. J'ai fait des photos pour le prix Soulizer de la photo, parce qu'on se connaît, on est amis. Et on était sur les quais, j'avais un ballon parce que je devais faire une vidéo pour un club de foot qu'on a créé. Et en l'espace d'une demi-heure, j'étais une autre personne. Alors que ça faisait une éternité que je n'avais pas touché un ballon. Et j'ai même eu cette réflexion quand je rentrais chez moi à pied. Je me dis quand même, ça me manque quand même. Le monde professionnel ne me manque pas tant que ça, mais les émotions me manquent. Alors ça peut être des émotions pour jouer une finale de Coupe du Monde, comme ça peut être une émotion pour aller faire un match de foot entre potes. Ce sont des émotions différentes, puis qui pour moi sont aussi importantes les unes que les autres. Et c'est pour ça que moi je trouve que le football est trop important pour la société, même s'il est regardé avec beaucoup de condescendance par la plupart de nos dirigeants, ou alors ils l'utilisent partiellement, ponctuellement, à leurs propres intérêts, surtout après de grandes victoires. Mais c'est ça qui me... Aujourd'hui, je crois qu'on est 350 millions de licenciés à travers le monde. Je ne connais pas un sport qui soit aussi fédérateur, qui a un impact aussi puissant dans la société civile. Je ne connais pas un sport qui puisse fédérer autant les classes sociales, qui puisse nous procurer tellement d'émotions, de haine, de joie, mais en l'espace de quelques secondes. Ce sont des joies spontanées. Enfin, quand je regarde un film, ça me procure du plaisir, mais ça a été fait 10 fois à la scène.
Le sport, c'est de l'instant T, c'est de l'émotion pure et dure, c'est brut des fois, tu en prends plein la gueule, dans le mauvais comme dans le bon côté. Mais pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est ça le cœur même du football. C'est l'émotion que ça procure. Ça nous donne le sentiment d'exister et de partager en fait. Merci. Comment ce sport vous a-t-il conquis, Stéphane Flocari? Les mêmes ingrédients que Manu Petit, à un tout autre niveau. Moi, j'ai pas joué une finale de Coupe du Monde et je suis tellement admiratif. Mais enfin, les finales de Coupe du Monde, j'ai l'impression aussi d'en avoir joué plein avec mes frères, entre deux coussins, entre deux portes, entre deux marronniers. Oh, j'ai détesté les Allemands à un moment donné. Voilà, mais on les a tous détestés. Et puis après, ça ne m'a pas empêché de me consacrer à un philosophe allemand quand je me suis formé. Mais voilà, c'est très difficile d'expliquer pourquoi on aime quelque chose, pourquoi on se met à aimer une chose, on se met à aimer quelqu'un. Ce qui est certain, c'est qu'on est des millions, des dizaines de millions à aimer la même chose dans le football, c'est-à-dire pouvoir être avec ses frères, pouvoir être avec des gens qu'on vient juste de rencontrer comme s'ils étaient vos frères et de jouer des matchs, de jouer des parties épiques. Et puis c'est vrai que même quand on est tout petit et même quand on est 1, 2, 3 à jouer dans notre coin, il y a quelque chose de mystérieux dans le football qui fait qu'on appelle le regard des autres et qu'on appelle le fait d'être entouré, on appelle l'enceinte et la tribune. Vous voyez, c'est pas rare de voir deux enfants jouer au football et puis s'attribuer des rôles, s'attribuer des exploits, s'attribuer des identités qui sont différentes. C'est tout ça, moi, qui m'a plu dans le football, intégrer l'équipe du quartier, le club, l'équipe de l'école, jouer avec mes frères, jouer en bas de chez moi, au coin de la rue, dans le caniveau, sur le trottoir. Le joueur de football qui, personnellement, m'a le plus ému de tous, c'est Michel Platini, quand j'étais enfant. Et je me rappelle que Michel Platini disait que le football, ça ne s'apprend pas dans un centre de formation. D'abord, ça s'apprend comme une émotion dans la rue. Et puis après, si on a du talent, après, si on est prêt à travailler, après, si on se laisse le temps, peut-être pas comme aujourd'hui à 10, 11, 12, 13 ans, mais peut-être plus à 15, 16, 17, 18 ans, quand on s'est un peu formé aussi comme personne, comme individu, eh ben, on peut donner à sa passion l'occasion peut-être de devenir une profession, mais ça c'est vraiment réservé à la crème de la crème de la crème, dont je n'ai pas été, mais je n'en rougis pas, voyez-vous. Le football renvoie chacun, chacune à son enfance, donc aussi à des attaches, à des préférences subjectives. C'est parti pour une interview, ma préférence à moi. Votre joueur préféré? Oula, compliqué, hein. Compliqué cette question, hein, parce que j'en ai plein des joueurs préférés. Mais je vais peut-être te dire les joueurs qui m'ont marqué quand j'étais gamin, parce que c'est eux qui ont propulsé aussi mon désir de devenir joueur de foot, parce qu'ils me procuraient tellement d'émotions que j'avais envie d'être comme eux. Et ils ont suscité encore un intérêt encore plus fort dans cette vocation. Et je me rappelle que les murs de ma chambre que je partageais avec un de mes frères étaient tapissés de posters de gloire à cette époque-là. Et ça allait justement de Michel Platini, en passant par Rummenigge, en passant par Socrates, Zico, tous ces Paolo Rossi, enfin tous ces joueurs qui m'ont fait vibrer quand j'étais gamin, tous ces Coupes du Monde mythiques qui étaient filmés et qui étaient vécus différemment. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Je ne retrouve plus les mêmes émotions, le même plaisir à regarder une Coupe du Monde que par le passé. Mais c'est vrai que ces joueurs-là ont été pour moi... et quand, par la suite, j'ai été amené à en croiser certains, même de la génération d'après, plus vieux que moi, des garçons qui venaient me voir alors qu'ils ont marqué de leur époque, de leur empreinte, justement, de par leur talent. Et ces garçons venaient en me disant « Je suis très heureux de faire votre connaissance ». Je les regardais, je dis « Oh là là, il y a un problème quelque part là. » Mais il faut m'aider là, parce que... et puis moi, mon premier entraîneur en équipe de France, ça a été Michel Platini. Je le vous voyais. La première fois que je le voyais, il en avait marre. Il me disait « Maintenant, tu vas me tutoyer, hein, je suis ton entraîneur. » Je dis « Ouais, mais moi, je peux pas. Je vois Michel Platini avec mes yeux de gamin quand j'avais 10-11 ans, quoi, que vous avez gagné le championnat d'Europe en France, meilleur buteur, que vous marquiez du droit, du gauche, de la tête. » Enfin, c'est mon enfance, quoi. C'est mes débuts dans le football. J'ai commencé à jouer sans avoir de licence. J'ai même joué pour l'équipe adverse parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de joueurs. C'est mon frère qui m'a mis un maillot bord noir lors de mon premier match. Enfin, je veux dire,
comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas eu le choix. Comme Obélix, je suis tombé dedans, quoi. Moi, mon joueur préféré, de loin et de façon complètement partiale, Michel Platini. C'est vraiment celui qui m'a marqué le plus. Pas simplement parce qu'il avait des qualités footballistiques, il avait des qualités de joueur incontestablement, mais j'aime ce joueur qui était athlétiquement assez banal, techniquement bon, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont infiniment meilleurs que lui techniquement. Par contre, c'est quelqu'un qui faisait vivre le ballon, c'est quelqu'un qui faisait vivre le jeu. Et puis mon modèle personnel, Marco van Basten. Parce que j'ai joué avant-centre et que devant la cage. Enfin, quand il était joueur. Hein, quand il était joueur, parce que effectivement, maintenant qu'il commente le football, c'est moins intéressant que quand il nous faisait des reprises de volée dans des angles impossibles. 88, champion d'Europe. Voilà. Votre équipe préférée? Depuis tout le temps ou mon club formateur, le SARC à Bataille, en Normandie. C'est un club amateur, évidemment, parce que c'est là que j'ai commencé mes bases et c'est là où j'ai découvert le monde du foot. Niveau professionnel, évidemment, à l'AS Monaco, puisque c'est là-bas où j'ai fini ma formation. Ce sont eux qui m'ont donné ma chance. Et puis évidemment, Arsenal, parce que j'ai connu 3 années exceptionnelles en termes d'émotion, de partage avec le public, encore aujourd'hui. Donc c'est ça qui est beau aussi avec le football, c'est que quand on arrive à marquer les esprits, que ce soit dans un club ou dans une sélection, ça vous poursuit jusqu'à la fin de votre jour. Alors moi je vous dirais, en équipe nationale, vraiment les 2 équipes de France, 82 et 86, qui étaient une équipe de France qui ne gagnait pas, une équipe de France qui n'allait pas au bout, mais qui était tellement belle, tellement chargée d'espoir et d'émotion. J'ai une anecdote pour ça. Ah, assez Quand vrai. je suis arrivé en Angleterre, on m'a toujours dit, vous les Français, pas simplement les footballeurs, mais tous les sportifs français, vous êtes de redoutables compétiteurs, sauf que vous ne jouez pas pour gagner, vous jouez pour être romantique. Ouais. Au final, on ne retient que les vainqueurs, l'histoire ne retient que les vainqueurs. Donc on a changé cette mentalité à partir du moment où on est allé à l'étranger. On est devenu beaucoup plus pragmatique. Et Michel Platini a été un des premiers déjà en allant à la Juve. Il a ouvert la voie, Michel, déjà en gagnant des grands titres. C'était fatigant à chaque fois. Vous, les Français, vous êtes bons, mais vous ne gagnez jamais rien. Et puis ma deuxième équipe, l'équipe vraiment qui était mon équipe de cœur quand j'étais cadet ou quand j'étais junior, c'est vraiment le Milan AC avec les 3 Hollandais. J'ai joué contre eux. Et une magnifique équipe. Alors j'ai perdu une demi-finale de Champions League avec Monaco. Avec Monaco ouais. L'année où ils explosent le Barça en finale 4-0. D'accord, alors ça va être 93 ou 94 alors par là. Il y avait Rijkaard encore dedans. Ouais. Une superbe équipe. Moi j'ai joué sur la grande équipe de Barasi, avec les 3 Baresi, Costa Curta, Maldini, Rijkaard, Van Basten, Gullit. Incroyable. Massaro devant, le San Siro était plein, il était toujours plein. Mais le San Siro a cette particularité, c'est qu'on a l'impression d'avoir 4 murs qui se dressent face à vous. Ah ouais, bien sûr. C'est pas un stade un peu comme un gâteau qui s'éparpille, comme au New Camp par exemple. C'est vraiment 4 murs. C'est-à-dire que quand le public est là et qu'il gueule, ça fait écho. Vous êtes dans un caisson, quoi. C'est pour celui qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas l'expérience de gérer ses émotions à ce niveau-là. Et en plus, avec la Coupe du Monde 90, ils l'ont fermé avec un toit au-dessus. Rétractable. Donc il y a un effet sonore spécialement. Le vrai nom, c'est Giuseppe Meazza, mais on l'appelle tous San Siro. Mais c'était mon équipe. 3e question. Votre match préféré? Mon match préféré, évidemment, la finale de la Coupe du Monde 98, parce que à la maison, un événement qu'on attendait depuis peut-être 2 ou 3 générations, parce qu'avant la génération des Platoches, la fameuse génération des Fontaine, Coppa et compagnie, qui était une superbe génération aussi. Je pense que la génération des Platoches, avec son carré magique, aurait mérité avant nous de gagner la Coupe du Monde. Ils ont gagné un championnat d'Europe, mais je pense que... On ne va pas revenir sur ce qui est passé contre l'Allemagne, mais bon, voilà. Donc je dirais que le match préféré pour moi, c'est la finale de Coupe du Monde, parce que marquer en finale, en plus contre le Brésil, c'est une finale rêvée pour le public français, pour nous joueurs également. Puis l'émotion, quoi, c'est... On me pose souvent la question, et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, je fais une corrélation des fois, où j'essaye de faire une comparaison avec la société civile, et j'ai du mal à retrouver ce genre d'émotion. Et si je devais retrouver un tant soit peu une émotion un peu similaire, la naissance de mes enfants, d'avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose d'utile. Alors c'est très très fort alors, c'est quelque chose de très fort. Oui, parce que je vais vous faire une anecdote.
Après la finale 98, on rentre tous à Clairefontaine avec l'équipe de France, avec les proches. Et on n'a pas fait une fête. On était encore tranquille, on était au château et je crois que les joueurs sont allés se coucher les uns après les autres. Et moi, de mémoire, il me semble que je suis allé me coucher vers les 3 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Donc j'ai allumé la télé. Le match passait en boucle. Le match passait en boucle. C'est la première fois de ma vie que j'ai revu la finale de la Coupe du Monde, tout de suite quelques heures après la fin de la finale. Avec en Et, plus vous dedans. et Avec toi je me dedans, en regarde plus. moi et je me vois courir comme un dératé dans les arrêts de jeu de la fin du match et je marque ce but et j'ai pas le sentiment que c'est moi en fait. Je me regarde comme un téléspectateur en fait. Et je suis en train de me surprendre moi-même de dire qu'est-ce que j'aimerais être à sa place et en fait c'est moi. Mais tu as eu des larmes d'émotion, tu Bah, pleurais, j'avais t'étais- je vous en parle, je ne voyais pas là mais j'ai les frissons là. Bah ouais. Et si vous voulez, pour vous compreniez vraiment à quel point ça marque à vie une personne, c'est que ça fait maintenant 98, ça fait 23 ans maintenant que la Coupe du Monde est passée. J'ai dû regarder peut-être 3 fois la finale en 23 ans. Parce que je ne veux absolument pas galvauder ce moment, le banaliser. Je veux que ça soit préservé, je veux que ça soit mes souvenirs en fait qui sont souvenirs permanents. C'est pas que je m'impose. Et vous allez me poser la question, mais pourquoi vous l'avez regardé en l'espace de 23 ans que 2 fois? Parce que à un moment donné dans ma vie où j'étais vraiment pas bien, où j'avais un peu perdu mes repères, j'avais besoin de me réconforter, de me prouver que j'étais capable de faire des choses incroyables, même si je suis quelqu'un d'ordinaire. Allez, Emmanuel Petit Allez, qui à vient. gauche, à gauche, à gauche. Petit. Et but Et troisième Et but. d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France, 48e minute. Et j'avais besoin de ça pour me rebooster, de dire ben Manu, tu l'as fait, tu es capable de refaire des choses extraordinaires, donc ne perds pas confiance en toi. C'est une façon un petit peu de se gérer soi-même. Au lieu d'aller voir un psychanalyste ou un psychologue, je préférais justement de le faire moi-même. Oui, ça marque à vie. Et pour moi, la finale de la Coupe du Monde est le match le plus important que j'ai eu à jouer. Ouais. Et vous? Écoutez, mon match préféré, je vais laisser de côté ceux que j'ai vraiment joués. Mais ceux que j'ai vus sont sans doute celui que j'ai vu qui avait la plus belle dramaturgie. C'est France-Brésil, 21 juin 1986, le jour de l'anniversaire de Michel Platini. Il rate son penalty. Guadalajara au Mexique, qualification sur un penalty de Luis Fernandez. C'était extraordinaire. Même si je crois que objectivement, la finale de la Coupe du Monde 1970, Brésil-Italie, doit être un des plus beaux matchs de toute l'histoire du football. Ça devait être vraiment extraordinaire. Jouer au football n'exclut pas de réfléchir contrairement aux idées reçues. Penser, c'est peser, dit l'étymologie, le pour et le contre. Pour finir, je vous propose donc, sans langue de bois, de répondre par pour ou contre et de vous justifier en une phrase. D'accord. Pour ou contre la suppression du hors-jeu? Contre. Parce que ça amène justement les joueurs à réfléchir dans le positionnement tactique, dans le dosage de la balle également. Si on supprime le hors-jeu, dans ces cas-là, ce que je disais tout à l'heure, le board passe son temps, ceux qui pondent les lois au niveau mondial, passent leur temps à chaque fois à favoriser les attaques au détriment des défenses. Donc au lieu de supprimer la règle du hors-jeu, moi je propose justement que les défenseurs jouent à cloche-pied. Pour ou contre la suppression du hors-jeu? Moi, je serais absolument contre, parce que je pense que ça fait vraiment partie de la beauté du football, sauf si, rétroactivement, on me réattribue tous les buts que j'ai mis en jeu et que ces buts sont mis à mon crédit. Pour ou contre le foot féminin? Pour. Le football n'est pas un sport exclusivement masculin. Au contraire, le club qu'on a créé, nous, le FC Paris Centre, ça fait 2 ans maintenant, on accueille les garçons comme les filles. De tout milieu, de toute origine. On s'en fiche de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous représentez. L'important, c'est que le football est universel. Et à ce titre-là, il n'appartient à personne. Pour ou contre le foot féminin? Archi pour. Je pense que les filles, les femmes vont apporter énormément au football. Elles vont le rendre plus technique, plus spectaculaire, plus intéressant. Donc évidemment, archi pour. Pour ou
contre le recours à la VAR? À la VAR, pour moi, la VAR, j'y vois une utilité avec parcimonie. Pour moi, est-ce qu'on pourrait donner, pourquoi pas imaginer des jokers qu'on donne aux entraîneurs des deux équipes? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a dépossédé le pouvoir du corps arbitral qui est présent sur le terrain, qu'on l'a déplacé dans un quart. Et aujourd'hui, même à coup de ralenti, on a du mal, des fois, certaines actions, à donner un avis tranché. La VAR ne répond pas à toutes les injustices, il y répond jusqu'à une certaine mesure, mais elle ne fait que rajouter justement le bordel ambiant dans lequel on vit aujourd'hui, parce que chaque week-end, il y a des polémiques entourant la VAR, des décisions qui sont prises en dépit du bon sens. Moi, je dirais que la VAR ne peut être pour moi justifiée qu'à partir du moment où ça va dans le sens du jeu. Quand je vois encore hier, lors du match de Champions League, le but refusé de Draxler de quelques centimètres de hors-jeu, position de hors-jeu au départ de Kylian Mbappé, pour moi, c'est contraire au foot. C'est contraire au sens même du jeu, quoi. Et je trouve que là, on tatillonne, on chipote pour des trucs ridicules, quoi. On n'en finit pas, quoi. Donc la VAR, peut-être avec parcimonie, mais j'étais loin d'être convaincu à 100% de la VAR. Je le suis encore moins aujourd'hui, ouais. Moi, je ne suis pas contre la VAR, mais je ne suis pas enthousiaste de l'existence de la VAR. Je pense que l'avantage de la VAR, c'est d'éviter des grandes situations schizophréniques où le monde entier a vu ce qui s'est passé sur le terrain, sauf l'arbitre, et qu'il a peut-être le droit, s'il y avait un corps qui lui faisait obstruction, de voir ce qui s'est effectivement passé, et qu'il ne pouvait pas voir, parce que des fois l'arbitre ne peut pas voir. Par contre, d'un autre côté, je pense qu'il faut quand même réaliser que même devant une télévision et même devant comment dire, un morceau de vidéo, il reste un geste d'interprétation à faire par l'arbitre. Donc la VAR ne va pas résoudre tous les problèmes. Donc effectivement, il y a une dimension d'erreur possible et d'erreur humaine qui donne cette dimension encore humaine au football. Puis ça tue l'émotion. Ça tue aussi l'émotion, ça tue le rythme, ça ralentit les choses. Donc ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Mais ça résout aussi certaines petites difficultés. Pour ou contre l'argent qui coule à flot? Pourquoi? Parce que c'est une économie privée. Et je trouve que plus il y a de l'argent, plus ça bénéficie à la majorité des gens. Le souci, le football est la parfaite représentation du monde dans lequel on vit, où les sommes colossales qui sont générées vont essentiellement vers une minorité de personnes. Et même si bon, le footballeur lambda gagne bien sa vie, il ne roule pas sur l'or non plus. Mais c'est vrai que ceux qui représentent l'élite, c'est vrai que là on est dans des sphères qui dépassent l'entendement. Mais c'est une économie privée. Donc à ce titre-là, moi je ne suis pas celui qui va jeter la pierre. Moi, je considère que le football tel qu'il a été développé ces 20 à 30 dernières années, il y a beaucoup d'aspects qui ont été très très bons et qui continuent à l'être. En revanche, je me bats depuis pas mal de temps, et je me battais déjà quand j'étais joueur, pour qu'on remène une vraie équité dans le milieu du football. Le monde professionnel est très peu aidé par les aides des collectivités locales ou de l'argent public. Moi, je milite justement pour que tous les clubs professionnels français soient propriétaires de leurs enceintes et qu'on arrête que ça soit supporté par les impôts locaux des contribuables. On est quand même une curiosité sur les 5 plus grands championnats du monde entier, quoi. Je veux dire, il y a très peu de présidents qui sont propriétaires de leurs enceintes en France. C'est toujours les collectivités locales, donc on rentre toujours dans du politique. Et puis derrière, c'est les contribuables qui mettent la main à la poche. Et moi, je considère que le monde professionnel s'autofinance, qui n'a pas besoin d'argent venant de l'extérieur et surtout pas de l'argent public. Notamment la création d'une Coupe du Monde ou une création d'un championnat d'Europe ou des Jeux Olympiques. Je suis scandalisé de voir à quel point on peut utiliser l'argent public pour globalement, majoritairement, une rentabilité privée à la fin, quoi. Pour ou contre l'argent qui coule à flot? Moi, je suis un éducateur, je crois à la construction des personnes, je crois au sens et aux valeurs. Ce que je crains, c'est que ce soit un fantastique miroir aux alouettes, tout ça pour beaucoup de jeunes
qui pensent que demain matin ils seront Mbappé ou après-demain ils seront Ronaldo et qu'ils auront des jets privés et des collections de voitures. Je pense que, pour ramener la question au football, je pense que le football n'est pas responsable de ce qui se fait avec l'argent. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que quand on commence vraiment à aimer le football, on ne l'aime pas pour l'argent. Donc le football n'est pas responsable d'un certain nombre d'excès qui sont faits à son propos. Mais effectivement, ça peut être choquant quand on voit des sommes avec des dizaines de zéros et qu'on sait que des enfants ne sont pas instruits, ne sont pas soignés, ne sont pas vaccinés, etc. C'est peut-être un peu rétro et un peu ringard de dire ça, mais moi, ça continue de me toucher, effectivement. Et ça gâche un peu parfois mon plaisir et ma conscience d'amateur de football. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que la grande majorité des joueurs de foot, et j'inclus aussi beaucoup de sportifs dans différentes disciplines, lorsqu'ils arrivent à un certain niveau de notoriété et d'argent, la plupart créent des fondations, des associations, parce qu'on a du mal aussi à vivre avec ça. C'est assez pesant. Que ça soit dans sa sphère privée, le regard change terriblement, des fois en mal. Mais dans la sphère publique, c'est la même chose. Le regard des gens change continuellement et vous voyez dans le regard des gens le statut social que vous avez en permanence. Alors c'est bien, c'est valorisant, c'est même flatteur des fois. Mais c'est vrai que la raison pour laquelle tous les joueurs s'investissent dans des associations, dans tout ce qui est caritatif, c'est parce que c'est la volonté aussi de redonner, parce qu'on sait d'où on vient. Voilà, beaucoup viennent de milieux Exactement, aussi modestes, populaires. Défavorisés, modestes. Et d'ailleurs, c'est l'ascenseur social aussi. C'est le monde artistique, que ce soit la chanson, le métier d'acteur ou le sportif de haut niveau. Pour beaucoup, c'est l'ascenseur social, parce qu'il y a beaucoup de verrous dès le départ. Et ça leur permet, il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. C'est la beauté aussi du sport, et notamment du football, de permettre de donner la possibilité, la chance à quelqu'un de s'émanciper et d'accéder à un rang social. Pour ou contre le boycott de la Coupe du Monde au Qatar? Écoute, moi je suis partagé en fait. Je suis partagé, évidemment, tout ce qui est droit de l'homme, ça me parle. Et on est à l'époque où on vit aujourd'hui, ça devrait nous parler tous. J'ai l'impression que plus on s'avance dans le temps et plus le racisme est en train de renaître de ses cendres, plus de gens de plus en plus se radicalisent. Donc le Qatar, à l'image de la Coupe du Monde aussi en Russie en 2018 ou même les Jeux Olympiques en Chine, j'ai la naïveté de croire que des grandes compétitions peuvent apporter un semblant de démocratie. Que le Qatar qui organise la Coupe du Monde, ça fait longtemps que les pays arabes auraient dû avoir la Coupe du Monde, comme ça fait longtemps qu'un pays africain devrait organiser la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de pays qui ont les structures pour. On peut faire aussi une candidature conjointe, comme c'est le cas lors du championnat d'Europe qui va arriver très, très bientôt. On peut imaginer que le Qatar, justement, puisse se servir de la beauté du football, de son impact, pour pouvoir générer justement autour de lui ce côté fédérateur, parce qu'il y a beaucoup de friction entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Enfin bref, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, là où les politiques des fois ont du mal, ils restent devant la porte, le football des fois ouvre la porte. Donc j'aurais préféré une candidature conjointe, pour ça dilue dans le monde arabe, pour que le monde arabe s'approprie justement cette Coupe du Monde et qu'on les mette en valeur. Mais si on doit attendre du football qui règle les problèmes justement des droits de l'homme, tout ça, non, ça c'est que les politiques qui doivent changer ça, le football n'a pas cette portée-là. Pour ou contre le boycott de la Coupe du Monde au Qatar? Je pense que dans l'année qui vient, vraiment une réflexion va se construire autour de cette question, parce qu'il me semble que c'est une véritable question. Moi j'ai quelques regrets pour nos amis marocains. Pourtant ils avaient déposé un dossier. Ils avaient déposé un dossier, pas sur toutes les Coupes du Monde, mais j'aurais vraiment bien vu une première Coupe du Monde dans le monde arabo-musulman au Maroc. Parce que le Maroc, c'est un grand pays de football, très grand pays de football. Bon voilà, ça tombe au Qatar, je pense que tout le monde sait pourquoi. Merci à tous les deux pour cet échange autour du football. On peut aimer le foot et avoir envie de penser. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manu Petit, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir échangé avec toi. En tout cas, le foot ne laisse pas indifférent. Merci.
vas pouvoir manger.